pour ce débat organisé notamment par la FNCC, donc la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Donc, à mes côtés, Cécile, tu me diras, parce que je t'appelle toujours par ton prénom, mais donc Le Vaguerez, c'est ça, Marie, voilà, qui est adjointe à Falaise, et Philippe Laurent, qui a été en son temps président de la FNCC, et, et qui est président de l'association Centre-Ville en Mouvement. Et pour ma part, Jean-Philippe Lefebvre, donc je suis vice-président de la FNCC et vice-président de l'agglomération du Grand Dol dans le Jura. Donc notre sujet, c'est bien la place de la culture dans les dispositifs cœur de ville, aussi bien, on va dire, pour les villes moyennes que pour les centres-bourgs. Voilà, on va être plutôt sur cette taille de ville entre, on va dire, 5000, 4000, 5000 et puis 50 000 habitants. C'est un vrai sujet puisque à côté de la métropolisation dont on a beaucoup parlé en France ces dernières années, il y a eu une prise de conscience que ce réseau incroyable de petites villes et de villes moyennes faisait, j'allais dire, une partie de l'unité de la République. Et pour partie, on les avait un peu oubliés. Donc, au-delà des questions, on va dire, d'urbanisme, peu importe, mais je vais laisser la parole à mes collègues, s'est posée la question de la place de la culture, qui, au tout début d'ailleurs du dispositif Cœur de Ville, n'avait pas forcément été envisagée. Et on a été quelques élus à la culture en disant, mais, eh oh, essayez un petit peu de faire un cœur de pierre, vous verrez. Et on avait besoin de cœur de chair, et le cœur de chair, c'est la culture. Et vous le savez bien, parce que ça fait à peu près 30 à 40 ans qu'on rénove nos centres-villes, qu'on a refait les façades, qu'on a eu des OPH, et pour autant, ça n'a pas forcément fonctionné. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose de complémentaire, et c'est la question culturelle. Voilà. J'ai introduit le sujet. Non, mais non, moi je suis plutôt en exemple. Bonjour, donc moi je suis maire adjointe d'une ville qui bénéficie de cœur de ville et petite ville de demain. C'est une ville, Falaise est une ville qui est dans le Calvados, au sud de Caen, à peu près une demi-heure au sud de Caen, et qui comporte 8000 habitants, enfin qui a 8000 habitants. C'est une ville qui est connue touristique, très touristique, puisque elle a en son sein un château qui est le berceau de Guillaume le Conquérant et qui est extrêmement visité. Mais en termes de culture, c'était un peu, comment dire, une ville qui a beaucoup d'équipements pour une toute petite ville. Une saison culturelle, un théâtre de 400 places, un musée des automates, un musée des civils. C'est une ville qui a été extrêmement bombardée au moment du débarquement. Saison culturelle et récemment, depuis un an, une microfolie qui a été installée dans le musée des automates. Et l'idée, en tout cas pour nous, puisque c'est une ville qui est riche en équipements. Ah, j'ai oublié, il y a un lieu labellisé qui est un centre de développement chorégraphique national, puisque depuis 30 ans, la danse est une discipline importante sur la ville de Falaise. Notamment, il y a aussi une option au lycée de danse. Donc, bref, une ville très portée par la culture et en même temps des équipements qui sont de proximité, un cinéma aussi, mais en même temps qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc, ce qui nous a intéressé, nous, c'est de trouver un projet interservice qui soit en lien avec les habitants, de façon inclusive et solidaire, qui soit aussi en lien avec les droits culturels, c'est-à-dire de faire participer les habitants. On en parlait hier. Aujourd'hui, on se pose des questions sur mieux produire, mieux diffuser. Moi, je dirais qu'il y a un troisième élément qui est très important, c'est mieux voir, mieux regarder ce qu'on nous propose, c'est-à-dire la question du public, et moi j'ai plutôt envie de dire des habitants. Donc c'est à partir de là où on s'est mis tous autour de la table avec les services et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire demain pour créer un équipement au cœur de la ville, puisqu'on a les espaces, qui puisse répondre en tout cas
tout en gardant une qualité artistique, mais qui puisse répondre à des attentes des habitants qui, on peut le dire depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, ont changé leurs habitudes du point de vue culturel. C'est-à-dire comment ils fonctionnent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et j'ai envie de dire, et en même temps, la DRAC a lancé un appel à projets pour chaque département de la Normandie, donc 5 projets, qui réunit à la fois le Fonds d'innovation territoriale et les petites villes de demain, pour justement questionner sur les territoires les droits culturels. Donc c'est-à-dire que d'un côté, nous, on portait un projet, et ça tombe bien. De l'autre côté, il y a eu un appel à candidature, et on est très heureux de vous dire que nous avons été sélectionnés pour le département du Calvados pour pouvoir répondre à ce projet. Ok. Est-ce que la région aussi vous accompagne? Alors, Parce que la question, je pense, c'est comment on utilise les dispositifs. Oui. Alors, la région va nous accompagner, mais plus tard. Alors, c'est un projet expérimental. Je suis pipelette, alors il faut me couper. C'est un projet expérimental sur le territoire, justement, de travailler avec les habitants pour monter un projet culturel commun. On sait, et on a rencontré récemment, on a fait une journée à Caen, au Café des Images, pour ceux qui connaissent, justement sur la question des cinémas. Aujourd'hui, en cœur de ville, c'est quoi? Donc la région, oui, pour terminer, la région va se servir de cette expérimentation pour créer une plateforme numérique, mais il faut mener cette expérimentation. Et ce qui nous plaisait bien aussi sur cette expérimentation, c'est qu'on va accueillir un artiste, une artiste en l'occurrence, qui va être là sur du long terme. Parce que ça aussi, on a un véritable déficit de présence artistique en milieu rural. Et quand je dis véritable déficit, on le sait, 80% des compagnies spectacles vivants sont installées en Île-de-France. Et en ruralité, il y a plus grand monde. Je vais te poser une question avant de passer la parole à Philippe. Tu as vu comme je le fais bien. Est-ce qu'il y avait un besoin, parce que les dispositifs cœur de ville ou petite ville de demain, ils sont intervenus parce qu'il y avait une déprise urbaine, parce qu'il y avait des fermetures de... Faut recommencer l'origine du dispositif. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet tel que vous le portez semble apporter une nouvelle dynamique au centre-ville? La réponse peut être très courte. Oui. Non, mais c'est ça la question, parce que oui, le dispositif, il sert à ça. On n'est pas dans le développement d'une politique culturelle, là. Oui, mais en même temps, c'est de la réécriture d'un projet qui date. Se servir du... Oui, c'est-à-dire que là, on était sur un projet avec les différents équipements qui datent des années 80, dont certains périclitent au niveau de la fréquentation. Donc ça aussi, ça veut dire comment aujourd'hui les Falaisiens se servent des équipements culturels, comment ils y vont, pourquoi, de quelle manière, etc. C'est aussi réinterroger nos pratiques culturelles au cœur de ville et avoir des bâtiments et peut-être, et je l'espère, sur un prochain mandat, un investissement. Tu me dis, si je résume, en fait, vous avez utilisé le dispositif pour repenser votre politique culturelle. Complètement. C'est une opportunité. Je suis bon pour la synthèse. Philippe, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc merci à la FNCC de m'avoir invité ce midi. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, moi j'ai présidé la FNCC de 2011 à 2014 et aujourd'hui je préside entre autres Centre-Ville en Mouvement. Cette association Centre-Ville en Mouvement, elle est née au début des années 2000 du constat justement de quelques maires en région Île-de-France, mais aussi à Bayonne, mais aussi à Chambéry. Donc une dizaine de maires qui étaient attachés et travaillaient leur centre-ville. C'était au début des années 2000. Action Cœur de Ville, tout ça n'existait pas. Et se disaient qu'il était aussi de leur responsabilité de sensibiliser l'ensemble de leurs collègues sur l'importance du centre-ville, de l'existence et du dynamisme d'un centre-ville. En tout cas, des centralités urbaines. Il peut y avoir plusieurs centralités urbaines dans une ville un peu importante. En tout cas, des centralités urbaines. Pourquoi ? Parce que
c'était véritablement la disparition d'une richesse et d'un patrimoine qui est proprement non seulement français, mais européen. La ville européenne, le modèle de la ville européenne, il existe, il s'est construit autour d'un centre-ville dense avec une plurifonctionnalité. C'est ça qui est important. Donc, voilà. Donc, on avait cette idée de créer cette association pour à la fois convaincre nos collègues, mais aussi attirer l'attention de tous les pouvoirs publics sur les questions qui se posaient. Et naturellement, c'est vrai qu'au départ, il y a eu une focalisation, c'est normal, sur la question du commerce de proximité. Du commerce de proximité et des questions d'aménagement urbain pour rendre les centres-villes attractifs, agréables, piétons, vivants. Oui, mais un centre-ville vivant, c'est un centre-ville où il y a moins de voitures. Elle est autour, mais pas dans le centre-ville. Hein, voilà. Et un centre-ville dans lequel les gens se rencontrent. Tous les habitants se rencontrent. Donc avec une idée de mixité, avec une idée de partage, de rencontre, de terrasses de café, etc. Il faut se souvenir, regardez des photos des années 60-70, il y avait beaucoup moins de terrasses de café qu'aujourd'hui. Beaucoup moins dans nos villes, beaucoup moins. Et donc, ces centres-villes, comme tu l'as dit tout à l'heure, étaient pour beaucoup en déprise. Donc, on a travaillé là-dessus. On a organisé annuellement des assises, il y en a tous les ans, qui ont rencontré très rapidement un succès considérable. Les dernières assises du centre-ville, c'était à Valenciennes. Il y avait plus de 1000 élus sont venus. Alors, des maires, mais aussi des adjoints au commerce. Mais maintenant, et ça, c'est ça qui est important, des adjoints à l'urbanisme, à la sécurité et des adjoints aussi en charge de la culture, du patrimoine, etc. Parce que peu à peu, donc, cette réflexion s'est évidemment élargie. Parce que c'est l'idée du centre-ville multifonctionnel. Alors, on sait bien, s'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de centre-ville. Mais s'il n'y a pas non plus d'équipement culturel, s'il n'y a pas des équipements et des services, il n'y a pas non plus finalement de centre-ville. Et je voudrais simplement, donc de manière donc un peu auto-centrée, puisque je suis donc aussi maire de Sceaux, vous raconter l'histoire. À Sceaux, nous avons un centre-ville. À Sceaux, c'est la première rue piétonne d'Île-de-France, 76. Et l'existence de cette rue piétonne a permis de conserver et même de développer les commerces de proximité. Ça a marché très très bien. Bon, il y a une population relativement importante, pas seulement à Sceaux, mais dans toutes les communes autour. Donc on peut drainer pas mal de monde. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé immédiatement à partir de la fin des années 70. Le centre-ville de Sceaux s'est développé et a attiré des commerces, notamment des commerces de bouche, parce qu'il n'y a pas non plus de centre-ville s'il n'y a pas de commerce de bouche, hein, c'est clair. Donc des commerces de bouche et puis également d'autres commerces, d'équipements de la maison, d'équipements de la personne, et puis enfin des cafés et des restaurants. Donc tout ça s'est développé tranquillement, sans aucune aide de quiconque d'ailleurs, hein, c'est simplement la rue piétonne et l'aménagement urbain qui a fait que ça a fonctionné. Et puis en 1993, j'étais à l'époque donc adjoint à la culture. En 1993, il y avait un petit cinéma privé qui était dans un coin et qui est venu m'annoncer qu'il fermait parce qu'il faisait 20 000 spectateurs par an, ça ne lui permettait pas de payer la communication nécessaire. Donc du coup, comme il n'y avait plus de communication, les gens ne venaient plus. Voilà, ce cinéma est en train de mourir. Donc j'ai convaincu à la fois mon maire de l'époque et puis mes collègues de la majorité, ce qui n'a pas été facile, puisque c'est passé à une voix dans la majorité, de reprendre l'exploitation du cinéma, en 93, hein, donc c'est assez ancien. Et immédiatement, on a eu cette intuition d'associer les commerçants à la reprise du cinéma par la ville. Et donc les commerçants se sont mobilisés, ont distribué le programme, parce que je leur ai dit, écoutez, le cinéma il est en plein centre-ville, à mon avis, s'il ferme, c'est pas bon pour vous. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas. Je vous demande juste d'en parler à vos clients, de distribuer le programme, etc. Et c'est ce qui a été fait. Alors je vous passe les détails, après on l'a reconstruit, etc. Maintenant, c'est aujourd'hui le premier cinéma mono-écran de France, avec 70 000 entrées par an. Il marche très bien, c'est une valeur sûre, c'est un point culturel très important, énormément d'animation. Et aujourd'hui, il fait véritablement partie du centre-ville. Alors après, d'ailleurs, on a déménagé la bibliothèque, on l'a installée aussi dans ce centre-ville, c'est-à-dire à quelques pas. Hein, c'est-à-dire, en fait,
quand vous sortez du cinéma, vous voyez la bibliothèque et vous voyez les boulangeries. Enfin, on voit tout. Et donc, cette concentration, en fait, d'équipements culturels et de commerce a fait que notre ville a cette chance de rester extrêmement attractive et très fréquentée le samedi, le dimanche matin, puis en fin de journée, au moment de la sortie d'école. Et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé à Centre-Ville en moment, j'ai dit il faut absolument qu'on travaille plus les équipements culturels. Et comme, évidemment, je connaissais la FNCC, je leur ai proposé qu'on organise ce petit échange pour bien montrer que le phénomène centre-ville, ce n'est pas uniquement le commerce. Alors, bon, notre directrice des programmes Action Cœur de Ville n'est pas présente, mais on lui dira, hein, parce qu'effectivement, au début, quand Action Cœur de Ville s'est mis en place, Action Cœur de Ville s'est mis en place en s'inspirant de Centre-Ville en mouvement. D'ailleurs, nous avons été associés à la définition d'Action Cœur de Ville, donc il y a quelques années, maintenant il y a 5-6 ans. C'est un programme qui marche très bien. Et effectivement, le retour de la culture, en tout cas la prise en compte de la culture dans Action Cœur de Ville est absolument indispensable. Il n'y a pas que ça aussi. Hein. Il y a évidemment d'autres sujets. Il y a la présence de l'université en centre-ville, hein, puisque on a malheureusement eu tendance, je crois que c'est un peu fini, mais quand même, on a tendance à copier le modèle américain. Il y a la présence de la santé, des médecins, etc., en centre-ville. Enfin bref, donc on a encore du travail à faire pour véritablement garder ce modèle auquel je crois les Français, mais même les Européens sont attachés, donc de la ville européenne autour de son centre-ville, multifonctionnel, dense et attractif sur le plan de l'aménagement urbain. Merci Philippe. Alors moi, pour ma part, je vais vous parler de l'expérience qu'on a menée à Dole. Donc 2014, on arrive aux affaires et bon, Dole, 23 000 habitants, un centre historique, 114 hectares, voilà, une vieille ville mignonne comme tout, mais comme il y en a plein en France. Et avec effectivement beaucoup de commerces qui étaient en train de fermer. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il a fallu que ce soit un travail d'équipe. D'abord, c'est la décision d'un maire qui dit tous les adjoints, tous, dans tous vos domaines, vous devez tous penser centre-ville. Avec cette réflexion qui consistait à dire le centre-ville, il est à tout le monde. Et de ne plus parler des quartiers, mais de dire de toute façon, chacun est fier de son centre-ville et chacun a envie et a le droit d'être en centre-ville. Et partant de là, chacun des élus, dans nos dispositifs, on a pensé centre-ville. Donc moi, je vais vous dire simplement ce que j'ai essayé de faire. Donc dans ma politique de ville, il y avait sortir des lieux dédiés et très honnêtement, parce que c'est très français, utiliser les bistrots. Parce que les bistrots, ce sont des vrais lieux de convivialité et de culture. Et pour ça, j'associe vraiment à notre débat une structure qui s'appelle les barbares, d'accord, ou bien les cafés-culture, le GIP des cafés-culture. Parce qu'on a aussi travaillé ensemble, parce que dès que vous voulez amener de l'animation dans une ville, il y a forcément des gens qui vont vous dire « ça fait du bruit ». Et croyez-moi, ça fait du bruit. Ben, avec les cafés culture, on peut vraiment... Vous savez, on a inventé ce job, ça peut paraître bête, hein, ça s'appelle des chuteurs. Chute, quand vous sortez du bistrot. C'est-à-dire que si vous organisez un concert dans un troquet, c'est pas la musique dans le troquet qui fait du bruit, c'est quand on ouvre la porte du troquet et que les gens sortent dans la rue. Et ben un chuteur, c'est celui qui est à la porte et qui fait chute quand vous sortez. C'est tout bête, hein, mais croyez-moi, c'est très efficace. Et pour que vous compreniez bien, donc vous avez compris, je suis jurassien, on avait déjà eu un excellent exemple de l'usage de la culture pour dynamiser une ville. Je vais vous parler 30 secondes de Montbéliard. Montbéliard, la ville de chez Peugeot, avec une scène nationale, le centre d'arrêt de plaisanterie, avec Jacques Livchine et Hervé de Lafont, qui ont transformé, ils ont amené la culture dans la ville, une ville ouvrière, hein, d'accord. Et ça s'est terminé par ce qu'on a appelé le réveillon des boulons. Parce que forcément, il y a des métallos à Montbéliard. Et ils ont fait des machines. Il y avait des machines incroyables, faites par les technos de chez Peugeot. Et il y avait des milliers de personnes qui allaient dans la rue se taper le Nouvel An à Montbéliard. Faut quand même vouloir, hein. Et ben, je peux vous dire que c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire de Montbéliard. Alors chez nous, on a fait des choses toutes simples. Donc sur les bistrots, bah, par exemple, je me suis dit on va faire une fête de la musique, mais en plein hiver. Et on va appeler ça les bars de Noël. Alors les bars de Noël, ben, c'est la ville qui finance des concerts dans tous les bars de la ville. Et les gens font un petit peu leur tchattéo
et vont se balader de bar en bar parce qu'on était sûr avec le maire qu'il fallait qu'on soutienne les bistrots parce que les bistrots étaient en train de tous mourir. Après, on a fait le mois des nuits. Alors, le mois des nuits, bah, c'est la nuit des jeux dans les bistrots, etc., etc. La nuit de la lecture, mais dans les bistrots. Toutes les boutiques qu'on a pu récupérer en centre-ville, l'été, la ville les loue et les met à disposition. Et ça a été le système des galeries éphémères. Il n'y a pas de commissaire d'exposition, il n'y a pas de médaille d'or, il n'y a pas de médaille en chocolat. Mais ça permet à toutes celles et tous ceux qui ont envie de se montrer, si je puis dire, de montrer leur travail et d'occuper tous ces commerces et toutes ces vitrines vides, simplement avec eux l'engagement d'être présent pendant toute la journée, pendant des séquences de 15 jours. Cet été, je crois que j'ai accueilli 75 artistes dans les galeries éphémères. Et si vous voulez, ça a été, voilà, j'allais dire, dans mon domaine à moi, où je pense à un autre, on a un festival des arts de la rue, et qui s'appelle Cirque et Fanfare. Simplement, Cirque et Fanfare se terminait par un grand concert de fanfare. Et plutôt que de faire un grand concert de fanfare, on a fait plein de petits concerts devant les bistrots le soir, pour que les gens rentrent, les gens consomment, les gens vivent la ville. Voilà. Et vous voyez, toutes ces petites choses, les unes à côté des autres, c'était le job, on va dire, du département culture, comme tu dis, et comme j'ai eu mon collègue en charge du commerce. Un tout petit mot sur les galeries éphémères. On a travaillé culture-commerce. C'est-à-dire que d'une part, l'été, on a ces galeries éphémères, là c'est la culture qui a la main, et après, ceux qui ont envie de se mettre en abîme, c'est-à-dire d'ouvrir leur propre galerie, c'est l'office de commerce qui reprend la main et qui les aide à avoir leur propre plan économique et qui les accompagne notamment pendant 2 ans sur le plan de la location du lieu. Et en fait, c'est de la pépinière, quoi. Voilà, c'est de la pépinière artistique. Mais vous voyez, on passe de la galerie éphémère au service commerce. C'est-à-dire qu'on leur refile le bébé. Et très honnêtement, ça a plutôt bien marché. Philippe connaît bien mon maire, qui est aussi dans ton association. Alors cette année, on a un problème, c'est qu'on n'a plus de place pour les galeries éphémères parce que les commerces ont été repris. Voilà, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être que vous avez des questions. Non? Des expériences à nous raconter, à nous faire partager, des nuances à apporter à notre propos, à notre enthousiasme. Voilà. Eh bien, écoutez, bonjour, Madame la directrice. On a fait part de nos expériences. Vous allez tenter de faire une synthèse sans nous avoir entendus. Alors, vraiment désolée, j'étais retenue sur une remise de prix dans un autre pavillon qui a pris un petit peu de retard. Voilà, j'ai essayé de courir pour vous rejoindre. En tout cas, merci de m'accueillir lors de cette table ronde. Oui, alors ce qui était important peut-être, donc je suis à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Ce qui est important de rappeler peut-être, c'est que depuis la création de ce programme Action Cœur de Ville, la culture, qu'il s'agisse du patrimoine, mais aussi de l'accès à la culture, ça fait partie des orientations stratégiques, des axes fondamentaux qui ont été soulignés. Il y a 5 axes dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Dans les 5 axes, il y a bien un axe qui concerne le patrimoine et un axe qui concerne aussi l'accès à la culture. Donc ça fait partie des fondamentaux du programme, tout simplement parce que quand on parle de revitaliser le cœur des villes, on est souvent face à des villes qui ont beaucoup de patrimoine, beaucoup de cités de caractère, beaucoup de monuments historiques, de patrimoine protégé. Donc ça fait partie de l'ADN du programme Action Cœur de Ville qui vise à revitaliser les centres-villes que de œuvrer pour entretenir, rénover, maintenir le patrimoine de nos villes Action Cœur de Ville, des 244 villes Action Cœur de Ville.
Et ça fait aussi partie de l'ADN du programme Petites Villes de demain, puisque le programme Petites Villes de demain, 1600 petites villes de demain, l'objectif fondamental, c'est de conforter les centralités de nos petites villes de demain. Pour y parvenir, il faut aussi contribuer à prendre en compte le patrimoine et aussi avoir des animations culturelles, des événements, tout ce qui va permettre de conforter le vivre ensemble dans nos petites villes de demain. Donc voilà, donc je pense que, alors désolée de n'avoir pas pu entendre vos débats jusqu'ici, mais je tenais quand même à souligner que pour nous, au niveau de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ce qui est fondamental, c'est que ces deux programmes, Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain, qui s'appuient sur les projets de territoire portés par les élus, ce ne sont pas des projets, des programmes descendants qui imposent des orientations, c'est bien le projet du maire qui va être celui mis en œuvre dans le cadre de ces deux programmes. Ce qui est essentiel, c'est que ce projet puisse aussi s'intéresser, bien sûr, au patrimoine, à la culture. Et s'il y a des financements importants, Action Cœur de Ville, il faut rappeler que c'est 10 milliards d'euros jusqu'en 2026. C'est un des rares programmes où on a une visibilité jusqu'en 2026 avec nos partenaires, la Banque de Territoire, Action Logement, ANA. Et quand Action Logement intervient, c'est parfois aussi pour rénover du patrimoine en centre-ville. Donc les partenaires financiers du programme, les services de l'État accompagnent les maires des villes Action Cœur de Ville pour rénover le patrimoine et pour s'assurer que des actions culturelles, l'accès à la culture soit bien pris en compte dans la revitalisation des centres-villes. Pourquoi les Français sont attachés à leur centre-ville, aux villes à taille humaine? C'est aussi parce que c'est souvent des lieux où il y a du patrimoine, où il y a des musées, où il y a des bibliothèques, où on a de très jolies églises, des châteaux. J'étais vendredi dernier à Montbéliard, pour ceux qui... Vous avez parlé de Montbéliard, bravo. Voilà, donc un magnifique château à Montbéliard. Magnifique château au centre de Montbéliard. La maire a ville Action Cœur de Ville. Un projet important de rénovation de ce château. Il y a aussi à Montbéliard le plus ancien temple protestant de France, qui est en cours de rénovation, qui est aussi un bâtiment magnifique. J'invite ceux qui ne connaissent pas Montbéliard à y passer un week-end. C'est le marché de Noël en ce moment. Ils ont un marché de Noël extrêmement qualitatif. Ces illustrations pour vous dire que pour nos villes Action Cœur de Ville, la culture, le patrimoine, ça fait partie des fondamentaux. Et c'est important que, avec l'État, avec les partenaires du programme, nous puissions aider les maires dans leurs projets en faveur de la culture et du patrimoine. C'est ce qui permet de faire le vivre ensemble et c'est pour ça que nous apprécions nos villes à taille humaine. Alors moi, j'allais dire aux élus, s'il y a ici des élus à la culture, ou des responsables culture, là où vous devez vous emparer de ces questions qui normalement sont abandonnées à nos collègues de l'urbanisme. Parce que je fais une petite différence entre patrimoine et culture, même si je suis bien d'accord, le patrimoine fait partie de nos domaines de compétences. Emparez-vous de la question du mobilier urbain. Voilà, vous avez le droit, les élus à la culture, les responsables de la culture, vous avez le droit de dire non, là vraiment, vraiment cet éclairage, c'est moche. Vraiment, ce banc, c'est pas possible. Et ayez le courage de faire une résidence d'artiste pour imaginer éventuellement du mobilier urbain. Voilà, là aussi, je crois que le rôle de la culture, c'est de dépasser ces dispositifs qu'on connaît depuis quand même pas mal d'années. Et dans le cadre effectivement du dispositif actuel, on a l'opportunité d'aller plus loin que ce qu'on a connu jusque-là. La ville de Besançon, par exemple, parce que j'ai cet exemple en tête, la ville de Besançon a vraiment demandé à des plasticiens d'imaginer les bancs. Et croyez-moi, c'est pas mal du tout. Franchement, donc c'est là où les élus à la culture, n'ayez pas peur de bouleverser vos petits camarades de l'urbanisme et des travaux, quoi. Voilà, parce que ils n'ont pas vraiment l'habitude de nous consulter. Donc n'ayez pas peur. Oui, mais ça, Jean-Philippe,
ça fonctionne bien quand l'élu à la culture est proche du maire, ou mieux, quand c'est le maire lui-même qui, qui fait ça. Alors, mais tu as raison, en réalité, bon, moi, c'est mon 4e mandat de maire et c'est mon 8e mandat d'élu. Donc, j'ai vu un peu comment les choses devaient se passer. Donc, j'ai donné les délégations qu'il fallait. D'abord, il n'y a pas d'adjoint à l'urbanisme, c'est moi. Et ni à la communication. Non, non, non. J'ai un adjoint, j'ai le premier adjoint d'ailleurs, à la culture, au patrimoine et à l'esthétique urbaine. Et à l'esthétique urbaine. Donc voilà, comme ça, là c'est clair. Hein, et ça marche bien. Mais tu as raison. Tu as raison. Tu sais ce que nous disons aussi à la FNCC, c'est que la culture n'est pas en soi une politique publique comme une autre. Ce n'est pas une politique publique dans un tuyau. C'est en fait une dimension générale de toutes les politiques publiques. Hein, que ce soit les politiques éducatives, les politiques d'aménagement, d'urbanisme, etc. J'allais presque même dire aussi des politiques sportives. Non, parce que comme il y a les JO, tout ça maintenant. Là. Mais vous avez bien noté d'ailleurs que dans tout le travail qui est fait autour des JO, la culture revient. Hein. On a fait en sorte que ce soit des Olympiades à la fois sportives, naturellement, mais aussi culturelles. C'est aussi comme ça que c'est abordé au niveau notamment de la métropole du Grand Paris, etc. Donc c'est très important cette dimension j'allais dire horizontale de la culture, vous voyez. Voilà. Et puis pour revenir simplement sur le centre-ville, sur ce qui se fait sur Action Cœur de Ville, c'est vrai que moi j'ai connu le début de ce programme avec Centre-Ville en mouvement, etc. Il y a eu énormément. Enfin, c'est un programme qui marche bien, je le dis. C'est même peut-être le programme monté par l'État en direction des collectivités territoriales, en partenariat avec les collectivités territoriales, qui marche le mieux. Et pourquoi c'est ça? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une approche globale, qu'il y a eu la prise en compte et l'association directe des maires, et pas seulement des intercommunalités, parce que ça aussi c'est un autre sujet, hein, et qu'il y avait pendant les premières années, enfin jusqu'il y a peu, quelqu'un qui s'appelle Michel Blaiseau, Roland Michel Blaiseau, qui a été directeur général de l'Association des maires de France pendant 8 ans. Donc Roland, préfet, mais connaissait très bien et savait très bien comment travailler avec les élus. Et je pense qu'un des éléments clés de la réussite des 2 programmes, c'est aussi le fait que Roland Michel Blaiseau a été le premier secrétaire général en fait de cette action. Enfin, je me permets de le dire, hein, voilà, parce qu'il savait comment travailler avec les maires. Il savait concrètement comment travailler avec les maires, pas seulement intellectuellement. Et donc je pense qu'en effet, on a là un travail très intéressant qui est mené ensemble et dans laquelle, naturellement, la dimension culturelle, qui est une dimension aussi festive, hein, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, tu l'as bien exprimé, est une dimension essentielle. Je crois qu'on doit, attends, excuse-moi, j'ai encore juste un mot, et dire que tout à l'heure vous avez dit les Français sont très attachés à leur centre-ville. On a un baromètre annuel de Centre-Ville en mouvement, il y a le baromètre annuel des centres-villes qui montre que non seulement les Français sont attachés, mais que les jeunes, les 18-24 ans, sont presque encore plus attachés au centre-ville que ne sont leurs aînés. Hein, et que donc ils demandent ça, ils demandent des boutiques, ils demandent des terrasses de café. J'insiste là-dessus parce que la terrasse de café, c'est un service public. D'ailleurs, souvent, c'est installé sur le domaine public. Donc, c'est un service public. Merci. Je vois qu'on nous fait signe de libérer le terrain, hein, c'est ça. Voilà. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. Aucun problème, puisque merci vraiment d'avoir pu nous rejoindre. Mais on sait que c'est pas simple. Merci à vous toutes et à vous tous. Pour celles et ceux qui voudraient poursuivre un peu ce débat, sachez que la FNCC a son stand en H88 et donc vous pouvez toujours aller croiser ici ou là des élus à la culture qui seront heureux d'échanger avec vous. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de salon.